Trump veut carrément remplacer l'ONU par son propre Conseil de la paix. Et la France vient de claquer la porte. Trump répond avec une menace de 200% de droits de douane sur le vin et le champagne français. On va décortiquer absolument tout ça couche par couche, parce que ce qui se joue là n'est pas une petite anecdote diplomatique, c'est potentiellement l'une des plus grosses tentatives de réorganisation de l'ordre mondial depuis 1945. On commence par le commencement. Il y a quelques semaines, Donald Trump annonce la création d'un Peace Council, traduit en français Conseil de la paix ou Conseil pour la paix selon les médias. Au départ, la communication officielle est très cadrée. Ce conseil doit accompagner la phase post-cessez-le-feu à Gaza. L'idée vendue est la suivante. Une fois qu'Israël et le Hamas auront signé un vrai cessez-le-feu durable, il faut quelqu'un pour superviser la reconstruction massive de Gaza, coordonner l'aide humanitaire qui va arriver de partout, mettre en place une administration palestinienne transitoire, acceptable à la fois par les Israéliens, les pays arabes modérés et les Occidentaux, et organiser le retrait très progressif des forces israéliennes pour éviter le chaos. Sur le papier, l'idée n'est pas folle. Même l'ONU a déjà voté des résolutions qui prévoyaient des mécanismes similaires dans le passé. Administration transitoire internationale, force multinationale de stabilisation, fonds de reconstruction. Sauf que très vite, le projet mute. Et quand je dis très vite, je veux dire en quelques semaines. Une charte de 8 pages est envoyée confidentiellement à environ 60 chefs d'État ou de gouvernement, et cette charte, qui a fuité lundi dernier dans plusieurs médias américains et européens, change radicalement la donne. Gaza n'est plus mentionné qu'une seule fois, en note de bas de page, comme un exemple possible d'application. Le cœur du texte dit maintenant: le Conseil de la paix a pour mission de promouvoir la stabilité globale, de rétablir une gouvernance fiable et légitime dans les régions affectées ou menacées par des conflits armés et de garantir une paix durable par des moyens pragmatiques et efficaces. En clair, on n'est plus limité à Gaza. On parle d'une organisation qui peut intervenir, ou du moins prétendre intervenir, en Ukraine, au Sahel, en mer de Chine méridionne, au Haut-Karabakh, en Corée, au Yémen, en Haïti, en Birmanie, partout où il y a un conflit ou un risque de conflit. C'est un mandat global. Deuxième élément clé, la gouvernance est taillée sur mesure pour Donald Trump. Il est président fondateur et président à vie tant qu'il ne démissionne pas volontairement. Il ne peut être destitué que si tous les autres membres constatent son incapacité physique ou mentale, unanimité requise, donc impossible en pratique. Il choisit seul qui inviter comme nouveau membre. Il peut révoquer n'importe quel membre à tout moment, sauf si les 2/3 des membres s'opposent. Son veto personnel est donc quasi absolu. Il nomme son successeur quand il le souhaite et ce successeur n'a pas besoin d'être approuvé par qui que ce soit d'autre. Il reste président même s'il n'est plus président des États-Unis. C'est du jamais vu dans une organisation qui se prétend internationale. Troisième élément, le financement et les sièges. Il y a 2 types de membres. Membres temporaires, mandat de 3 ans maximum renouvelable une fois, pas de contribution financière obligatoire, mais ils peuvent quand même verser de l'argent volontairement pour gagner de l'influence. Membres permanents, siège à vie ou jusqu'à révocation par Trump, immunité totale sur les décisions, droit de veto sur les opérations qui concernent leur zone d'influence, mais à une condition, verser au minimum $1 milliard US dans les 12 premiers mois suivant l'adhésion, en cash, immédiatement disponible. Pas de cotisation annuelle progressive comme à l'ONU, c'est paye 1 milliard d'un coup ou tu restes membre junior 3 ans max. Le Conseil aura son propre secrétariat, ses propres bureaux, on parle déjà de sites possibles à Miami, Dubaï et Belgrade, ses propres comités thématiques, sécurité énergétique, reconstruction post-conflit, lutte contre le terrorisme, cybersécurité des infrastructures critiques et surtout son propre fonds d'action rapide doté de plusieurs dizaines de milliards dès la première année grâce aux contributions des permanents. Quatrième élément, le discours officiel sur l'ONU. La charte est très claire, même si elle ne nomme jamais l'ONU directement. Trop d'institutions multilatérales ont failli par excès de bureaucratie, par paralysie diplomatique et par incapacité à agir rapidement quand des vies sont en jeu. Le Conseil de la paix choisit l'efficacité et le courage plutôt que le consensus à 193 voix. Trump répète depuis des années que l'ONU est obsolète, dominée par des pays hostiles aux États-Unis, selon lui, paralysée par le veto, surtout russe et chinois dernièrement, trop coûteuse pour ce qu'elle rapporte aux États-Unis, incapable d'empêcher les guerres. Il cite généralement l'Ukraine, Gaza ou le Yémen. Et il n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de gens, même en Europe, critiquent le Conseil de sécurité et son droit de veto. Mais la différence, c'est que Trump ne propose pas de réforme de l'ONU, il propose de la contourner complètement en créant une structure parallèle qu'il contrôle.
Cinquième élément, qui est invité? On sait qu'une soixantaine de dirigeants ont reçu la lettre personnelle de Trump avec la charte adjointe. Parmi les noms qui ont fuité ou qui ont été confirmés, Viktor Orban en Hongrie, accepté immédiatement, membre fondateur, Giorgia Meloni en Italie, accepté, Javier Gerardo Milei en Argentine, accepté avec enthousiasme, Mohamed VI au Maroc, accepté en tant que membre fondateur, Nayib Bukele au Salvador, très probable, Narendra Modi en Inde, invité, réponse en suspens, Luiz Ana Luiz Lula da Silva au Brésil, refuse et critique publiquement, Friedrich Merz en Allemagne refuse poliment en s'estant, Keir Starmer au Royaume-Uni refuse, Vladimir Poutine en Russie invité officiellement, pas encore répondu, Xi Jinping en Chine invité, silence radio, Justin Canada accepte de participer mais refuse de payer 1 milliard de dollars, Benjamin Netanyahou en Israël, très probable, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, très probable. Et la France, Emmanuel Macron a répondu non dans les 48 heures suivant la réception de la lettre. Réponse écrite, très ferme, la France reste attachée à la Charte des Nations Unies comme fondement du droit international. Toute initiative parallèle qui risque de la concurrencer ou de la fragiliser ne peut recevoir notre soutien. Trump a réagi le lendemain sur Truth Social. La France veut jouer les grands donneurs de leçons mais refuse de payer pour la paix. Ok, alors 200% de droits de douane sur leur vin et leur champagne français à partir du 1er mars. On verra si elles aiment toujours autant le multilatéralisme. Quand leurs exportations s'effondrent, ceux du chantage économique pur et dur. Pour rappel, quand les États-Unis imposent 200% de droits de douane sur un produit français, ce ne sont pas les exportateurs français qui paient directement, ce sont les importateurs américains. Mais dans la pratique, le prix final explose, donc les consommateurs américains achètent beaucoup moins, les importateurs américains se tournent vers d'autres fournisseurs, Australie, Chili, Afrique du Sud, Californie, et les caves françaises perdent un marché énorme. Les USA représentent environ 30% des exportations de champagne en valeur. L'impact pourrait se chiffrer en centaines de millions d'euros par an pour la filière vin-champagne. Le gouvernement français a qualifié la menace de « indacceptable, d'une brutalité inouïe, contraire à l'esprit de l'OMC et du partenariat transatlantique ». Bruxelles prépare déjà des contre-mesures, taxes réciproques sur des produits américains stratégiques comme le bourbon, les Harley-Davidson, les jeans, le soja, les logiciels et les services digitaux. Mais l'Union européenne est divisée. Certains pays de l'Est et du Sud seraient tentés de rejoindre le Conseil de Trump pour contrer l'influence russe ou chinoise. Sixième élément, les précédents de Trump sur le multilatéralisme. Ce n'est pas la première fois qu'il casse du bois sur les organisations internationales. Retrait de l'accord de Paris sur le climat, 2017, réintégré par Biden, retrait en 2025, retrait du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, 2018, retrait de l'UNESCO, 2017, réintégré depuis, menace permanente de quitter l'OTAN ou de réduire drastiquement la contribution US, blocage de financement de l'UNRWA pendant la pandémie, gel de contribution à l'OMS pendant la pandémie. Trump voit les organisations multilatérales comme des machines à ponctionner l'argent américain au profit d'intérêts étrangers. Son mantra, America First, signifie que les États-Unis ne doivent payer que pour ce qu'ils contrôlent directement. Avec le Conseil de la paix, il inverse la logique, ce ne sont plus les USA qui paient pour tout le monde, c'est les autres qui doivent payer pour avoir un siège à la table de Trump. Huitième élément, les arguments pour et contre. Pour ceux qui soutiennent ou qui pourraient soutenir, l'ONU est effectivement bloquée sur presque tous les grands conflits actuels. Le veto russe et chinois empêche toute action sur l'Ukraine, Taïwan, Gaza. Une structure plus légère et plus rapide pourrait sauver des vies plus efficacement. Les pays riches qui paient ont plus de poids, donc logique de no taxation without representation inversée. Trump promet que le Conseil ne sera pas utilisé contre les intérêts des membres permanents, sorte de gentleman's agreement entre puissances payantes. Contre, position française et de beaucoup d'autres, violation du principe d'égalité souveraine des États, création d'un directoire des riches qui décide à la place de l'Assemblée générale, risque de légitimer des interventions unilatérales ou de coalitions de volontaires sans mandat onusien, affaiblissement mortel de l'ONU si les grandes puissances la désertent, danger pour le droit international, qui décide qu'un pays a une gouvernance non lifiable, Trump seul, instrument de chantage économique. Et maintenant, pour l'instant, on a une poignée de membres fondateurs confirmés, Maroc, Hongrie, Italie, Argentine, quelques gros poissons qui hésitent, Inde, Arabie Saoudite, Israël, les BRICS presque tous hostiles ou distants, l'Europe occidentale quasi unanime contre, France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Néerlande, les États-Unis qui disent que le Conseil commencera ses travaux dès que 10 membres permanents auront payé, soit 10 milliards minimum. La France, elle, a choisi son camp, rester fidèle à l'ONU, quitte à prendre des claques économiques. Mais elle n'est pas seule. L'Union européenne prépare un front uni
États-Unis et plusieurs pays africains et latino-américains refusent aussi de cautionner ce qu'ils appellent un ONU bis payant. On est au tout début d'un bras de fer qui peut durer des années. C'est tout pour ce décryptage en profondeur sur le Conseil de la paix de Trump et le nom de la France. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que l'ONU est encore sauvable ou que Trump a raison de vouloir une structure parallèle? Vous seriez prêt à ce que votre pays paie 1 milliard pour avoir un siège permanent? Et est-ce que la menace sur le vin vous semble crédible ou juste du bluff? On se retrouve demain pour suivre l'évolution parce que ça bouge tous les jours. Prenez soin de vous.